Bien, bonjour à tous. Donc, on poursuit cette session sur les lupus monogéniques pour aborder désormais le grand champ des interféronopathies de type 1, qui est sans doute le champ pour lequel il y a eu le plus de progrès ces dernières années. Donc, les interférons de type 1, comme vous le savez, c'est la cytokine clé antivirale. Elle a été identifiée dans les années 50, fin des années 50, comme une cytokine qui interférait avec les situations d'infection, c'est ce qui a donné son nom. Et désormais, eh bien, on connaît plusieurs voies de signalisation plutôt complexes, mais qui illustrent le fait que tout acide nucléique qui arrive dans la cellule, soit dans le cytoplasme, comme on le voit ici, ou bien qui est détecté au sein des endosomes par différents TLR, ou bien qui se situe euh, dans le milieu extracellulaire, vont conduire par une cascade de voies de signalisation à l'activation des gènes de l'interféron pour produire des grandes quantités d'interférons qui se retrouvent en milieu extracellulaire, qui va ensuite se fixer sur l'hétérodimère IFNAR, IFNAR 1, IFNAR 2, et signalisé par les JAK-STAT pour induire ce que l'on appelle la signature interféron, les ISG, Interferon Stimulated Genes, qui sont un moyen de démasquer la présence d'interférons en excès parce que pour l'instant, la détection de la protéine elle-même est assez difficile par les techniques classiques hors études au laboratoire de recherche avec la stratégie dite de, du 6 mois. Donc, ce point commun dans ces interféronopathies, c'est la production excessive d'interférons, cette cytokine antivirale. Et ici, vous avez l'illustration de ce qui se passe dans nos cellules du système immunitaire. On a des présences d'ADN, d'ARN dans le cytoplasme et on a différents sensors, des détecteurs de ces matériels qui servent à lutter contre les virus et qui les détectent et qui induisent la production d'interférons qui vient se fixer sur la cellule cible, qui a aussi d'ailleurs une activité autocrine. Les récepteurs IFNAR sont très largement distribués. Puis ensuite, une activation via les JAK-STAT de cette signature interféron que l'on peut résumer par 6 transcrits qui me permettent de mesurer en routine la signature. Eh bien, euh, le syndrome d'Aicardi-Gouttière que nous avions évoqué dans la présentation initiale d'introduction, ce syndrome d'Aicardi-Gouttière, elle a été décrit par 2 neuropédiatres, Jean Aicardi, Françoise Gouttière, qui avaient remarqué que des enfants présentaient un tableau qui mimait un peu les infections congénitales. Parce que lorsqu'ils naissaient, ils avaient une encéphalopathie, des calcifications cérébrales, et puis certains d'entre eux développaient aussi des engelures, voire un lupus complet. Et puis c'était récurrent dans la famille, si bien qu'on a évoqué une maladie familiale, vraisemblablement génétique, puisque lorsqu'on recherchait une cause d'infection materno-fétale, on ne retrouvait rien. Il n'y avait pas d'infection CMV, pas de toxoplasmose, pas d'oréon, rubéole. Donc, dans ce contexte, cette entité a été identifiée. Et puis, quelques années plus tard, on a trouvé un biomarqueur. Et l'équipe de Pierre Lebon et Cochin a trouvé qu'il y avait un excès d'interféron alpha, notamment dans le liquide céphalorachidien de ces patients. Et ça a longtemps été le marqueur pour faire le diagnostic de ces maladies. Alors, il faudra attendre plusieurs décennies plus tard pour que Yannick Cros identifie le premier gène responsable de ces syndromes d'Aicardi-Gouttière. Ce gène, il s'appelle TREX1 et il est intimement lié à la production d'interféron alpha en excès. Et une fois qu'il a identifié ce gène, TREX1, d'autres collègues se sont dit, ben, on va regarder, nous on a des familles avec des engelures, est-ce qu'on peut trouver des anomalies de TREX1? La réponse est oui. On peut aussi trouver des anomalies de TREX1 chez des familles qui présentent des engelures avec un lupus, mais pas nécessairement d'atteinte neurologique. Et c'est le cas aussi pour des sujets qui ont des vrais lupus systémiques. Maintenant qu'on connaît plus que cette gène et que l'on a mieux compris cette entité, eh bien, vous voyez tout le spectre de symptômes que peuvent présenter les patients. Ça représente des anomalies neurologiques qui peuvent être très précoces, même anténatales, qui peuvent être néonatales, c'est la situation classique de syndrome d'Aicardi-Gouttière. Et puis, on peut avoir des formes un peu plus modérées, avec juste une paraparésie, avec seulement des calcifications intracérébrales. Et puis, parfois, on n'a aucun symptôme et uniquement une positivité de la signature interféron que je mentionnais. Sur cette petite vidéo, il y a un jeune patient qui présente une paraparésie
avec difficulté à la marche. Il a un développement psychomoteur qui est tout à fait normal. Il développe des engelures pendant les mois d'hiver. Et, son papa a aussi une paraparésie et son grand-père lui présente juste une signature interféron positive. C'est une maladie dominante, mutation de EFIH1. Donc, derrière ces signes neurologiques, on a aussi la possibilité de manifestations lupiques, cutanées, inflammatoires de la peau, des engelures ou d'authentiques lupus systémiques. Et on peut avoir l'un et ou l'autre, une atteinte systémique de type lupus, ou bien une atteinte purement neurologique, ou bien les deux. Et au sein d'une même famille, on peut avoir un ascendant qui a des manifestations neuro et le cas index qui présente lui un lupus systémique. Donc il faut vraiment penser à faire le lien entre ces manifestations au sein d'une même famille. Alors le juge de paix ici, c'est la signature interféron, qui est un essai biologique qui nous permet d'identifier les transcrits qui sont up-régulés dans le sang périphérique. C'est sur un prélèvement sanguin. Et vous voyez ici, les patients ont tous une signature positive lorsqu'on a une interféronopathie. Ça ne dément jamais en fonction des différents génotypes. Or, peut-être certaines situations de mutation du gène RNase H2B, mais sinon, globalement, on a toujours une signature positive. Et donc, à Lyon, on a pu mettre en place cet essai biologique avec la réalisation de plus que 2000 signatures annuelles pour les différents centres de compétences références de France. Et puis, on a des collègues qui ont mis désormais en place cette signature qui peut être faite en routine dans plusieurs autres centres. Et je crois que c'est un marqueur vraiment intéressant pour suivre ces maladies, puisque volontiers, la CRP est normale, alors qu'on a une signature interféron très élevée chez ces patients. Il y a trois grandes catégories d'anomalies génétiques. Celles qui concernent les anomalies du métabolisme des acides nucléiques, celles qui concernent des anomalies des récepteurs de l'immunité innée eux-mêmes, et puis des anomalies sur la voie des JAK-STAT, avant que j'aborde celle des TLR. Donc, on reprend notre petite image de tout à l'heure. Vous reconnaissez l'ARN, l'ADN qui peut être détecté par les senseurs. Eh bien, Trexin, ou bien d'autres enzymes, correspondent à des enzymes qui métabolisent cet ARN, ADN au sein du cytoplasme. D'où est-ce qu'il peut venir cet ADN, ARN, ces matériels nucléiques qui se baladent au sein du cytoplasme? Eh bien, en fait, bien sûr, il peut venir de virus extracellulaires, mais il vient aussi de nos propres noyaux, qui ont une activité de réplication de matériel qu'on appelle les rétrovirus endogènes, qui représentent 6% de notre génome. Je vous rappelle que le génome, c'est que 1% qui code pour des protéines. Eh bien, 6% sont constitués de rétrovirus endogènes qui ont intégré le génome au fil de l'évolution et qui constituent en quelque sorte le squelette de l'ADN. Eh bien, ces rétrovirus endogènes qu'on a longtemps pensé être inertes, certains d'entre eux ont une activité de réplication et peuvent se balader au sein du cytoplasme. Mais donc, il faut imaginer qu'au sein de notre cytoplasme, on a un tonus actif entre des enzymes, des nucléases qui boulottent cet ARN et cet ADN au sein du cytoplasme. Et lorsqu'il y a un déficit de ces enzymes, on va accumuler l'ADN, l'ARN qui est présent dans le cytoplasme et qui va ensuite être reconnu pour la production d'interférons en continu. Et on comprend mieux que ces maladies, comme le syndrome d'Aicardi-Gouttière, peuvent s'exprimer comme une situation d'infection chronique congénitale, puisque depuis le tout début, ces cellules produisent trop d'interférons. Ici, une illustration sur un petit cas clinique où on voit un garçon qui présente des engelures, qui a fait plusieurs accidents vasculaires cérébraux, qui a un tableau neurologique inflammatoire et qui a une signature interféron positive. C'est une mutation sur un gène qui s'appelle SAMHD1, qui est une des enzymes qui métabolise ces acides nucléiques. Eh bien, une des possibilités de traitement qui a été initiée, qui représentera peut-être une des voies du futur pour traiter les maladies auto-immunes, c'était de tenter des antirétroviraux. Pourquoi tenter des antirétroviraux, des traitements qui ont été développés dans l'infection à VIH? Eh bien, c'est de se dire que les rétrovirus endogènes, ils partagent la même mécanique de réplication que les rétrovirus exogènes. Donc ici, vous avez les résultats présentés d'une étude concernant 8 patients. C'est vraiment une étude preuve de concept sur un marqueur biologique. 8 patients qui vont être traités pendant 12 mois par antirétroviraux, zidovudine, abacavir, lamivudine. Et puis, à l'arrêt, on voit qu'il y a une remontée de la signature interféron. Donc, on est capable, dans une maladie génétique, d'utiliser des antirétroviraux pour diminuer la signature interféron, et ce pendant à peu près
12 mois, comme vous le voyez ici sur cette illustration. On va essayer de conduire un essai clinique avec plusieurs membres de la filière pour tester si ces antirétroviraux pourraient aussi avoir une utilité dans le lupus, même non génétique, parce qu'il est possible que les rétrovirus endogènes participent à cette réponse antivirale qui persiste chez tous les patients avec lupus. Donc on pourra peut-être répondre pour une partie si on a un effet au moins sur la signature avant d'envisager des essais cliniques de plus grande ampleur. Autre situation d'interféronopathie, cette fois-ci, des mutations sur les senseurs eux-mêmes. Donc il n'y a plus d'histoire d'anomalie des acides nucléiques, mais des senseurs qui présentent des mutations gain de fonction qui vont aboutir au même résultat qui est l'excès de production d'interférons. Donc ici sont listés les différents gènes qui ont été décrits pour être associés à ces mutations. Et donc vous voyez les images publiées de ces patients. Donc ici, dans le cadre des SAVI, mutation du gène STING1, TMEM 173, on a un aspect très vascularitique. Certains présentent des lésions typiques de lupus, de rash lupique, mais on a une composante vasculaire qui est très importante chez ces patients. Il se caractérise aussi par une atteinte pulmonaire, parfois inaugurale, qui peut être au tout début de la maladie, qui évolue vers la destruction du tissu pulmonaire et la fibrose. Ce sont des pneumopathies interstitielles, comme vous le voyez sur ces différentes images. Les lésions cutanées de ces patients, eh bien, des engelures, vont évoluer favorablement sous JAK inhibiteur. On a pu faire le test ici chez un de nos patients qu'on suit à Lyon avec un nettoyage complet des lésions cutanées, disparition de la fièvre, de signes systémiques. Les lésions pulmonaires, en revanche, sont plus difficiles à atteindre avec les traitements par JAK inhibiteur. Ici, ce sont les lésions pulmonaires avec peut-être une discrète amélioration, mais pour ce qui est de notre patient, il a ensuite bénéficié d'une greffe pulmonaire. Et je dirais que pour la greffe pulmonaire, elle se fait dans des conditions où on va maintenir le JAK inhibiteur en plus de l'immunosuppression. Ici, vous avez l'image du poumon explanté où on voit toutes les lésions de kystes importantes. Et puis, cette signature interféron qui était négative au départ et qui reprend ensuite à mesure que l'immunosuppression se lève. Donc, il est important de pouvoir malgré tout suivre ces patients et vérifier qu'il n'y ait pas de récidive sur le greffon. Actuellement, sur les patients qui ont été greffés, il y a une mortalité élevée, mais sans doute l'utilisation des JAK inhibiteurs en complément de l'immunosuppression conventionnelle va aider à ce que le greffon puisse avoir une meilleure durée de vie. Alors, on passe sur troisième grande catégorie au sein de ces interféronopathies, c'est des anomalies de la voie de JAK-STAT. Donc, on se situe cette fois-ci en aval du récepteur à l'interféron des IFNAR hétérodimériques. Il y a plusieurs molécules qui régulent cette voie de signalisation JAK-STAT. SOX1, par exemple. Et ce qui nous manque, ces freins derrière le récepteur, eh bien, on peut arriver à des situations de forte uprégulation de ces interférons. Donc, plusieurs gènes décrits qui peuvent donner, mais pour SOX1, d'authentiques phénotypes lupiques. Ici, on avait commencé avec deux familles qui présentaient un tableau de lupus. La première, eh bien, c'est celle qui est présentée ici, un garçon qui fait un lupus précoce. On trouve un variant dans SOX1, on se dit sans doute il joue un rôle important. Et puis, quand on a ce type d'anomalie génétique, on va regarder la ségrégation. La ségrégation nous indique que le frère est sain et porteur du variant, le père est sain et porteur du variant. Donc à ce moment-là, on s'est dit c'est peut-être une mauvaise piste parce qu'il n'y a pas une bonne ségrégation. Et puis sur le même gène, on retrouve une autre famille sur une autre position allélique avec à nouveau une mutation SOX1. Pour l'un, c'est un lupus systémique. Pour l'autre, c'est un purpura thrombopénique idiopathique. La ségrégation nous rapporte un patient supplémentaire qui a cette fois-ci un psoriasis, qu'on n'aurait pas immédiatement associé à de l'interféron. Un père qui est porteur de la mutation asymptomatique, mais qui a une signature interféron positive. Et puis une tante qui présente un florilège de symptômes. Elle avait été diagnostiquée par nos collègues internistes par une spondylarthrite, un lupus, des granulomes, du psoriasis aussi, donc beaucoup d'entités différentes. Et elle est porteuse aussi du variant. Donc, avec l'aide de l'équipe de Frédéric Rioloca et de Stefan Hell en Allemagne, on a pu identifier d'autres patients qui, eux, avaient plutôt un phénotype de syndrome d'Evans, bicytopénie auto-immune. Mais tous, même s'ils portaient des variants différents sur ce même gène, on a pu démontrer qu'ils étaient anormaux. Et ici, c'est l'illustration pour vous souvenir à quoi sert SOX1. En fait, SOX1, c'est un gène qui est induit par les cytokines
et qui joue un rôle de rétrocontrôle négatif. C'est notre plus puissant inhibiteur de la voie JAK-STAT. C'est un JAK inhibiteur naturel en quelque sorte. Et il cible particulièrement les voies de signalisation des cytokines, interférons gamma, alpha et l'IL4. La souris SOX1, KO, elle présente une inflammation systémique létale et les hétérozygotes, une auto-immunité proche du lupus. Ici, vous avez une image de ce que peut représenter les traitements chez ces patients. Vous voyez le psoriasis inversé, traité par un inhibiteur de JAK1, JAK3, avec une amélioration partielle, puis un patient avec un changement de traitement, inhibiteur JAK1, JAK2, qui a complètement nettoyé ses lésions. Alors, on est actuellement en train de publier, enfin, il vient juste d'être accepté, un autre variant sur la voie des JAK-STAT, qui est PTPN2. Donc, le gène PTPN2 est aussi un inhibiteur de ces voies. Vous voyez la position des différents variants qui ont été identifiés chez des familles qui présentent soit un EVANS, soit un lupus. Et de la même manière, ça freine les voies de JAK-STAT. Et lorsqu'on n'a pas PTPN2, eh bien, on va développer une maladie systémique. Alors, je parle toujours dans les actualités, donc d'un nouveau champ que j'ai introduit dans la première vidéo sur les concepts. Ce sont les anomalies des TLR. Eh bien, il y a des mutations TLR7 gain de fonction qui représentent 9 patients dans 6 familles. 6 d'entre eux ont un lupus, c'est une maladie dominante avec un variant qui a été décrit, identifié et phénotypé jusqu'à la souris CRISPR qui récapitule le phénotype, donc qui est vraiment la démonstration que ce variant est bien responsable. Donc, il y a d'authentiques mutations sur la voie des TLR7 qui vont donner un phénotype de lupus. Un autre gène avec 3 équipes plus une quatrième qui est l'équipe de Yannick Crom, Marie-Louise Frémont, qui ont trouvé aussi des variants sur ce même gène, qui n'est pas qui est sous presse actuellement, avec des patients qui présentent d'authentiques lupus systémiques. Et vous allez me dire, c'est quoi un 93B? Eh bien, c'est une molécule clé qui se lie au TLR7, qui sert à sa stabilisation au niveau de l'endosome. C'est une molécule transmembranaire au niveau de l'endosome et elle est nécessaire au signaling. Si on a une perte de fonction d'un 93B, on va avoir un immunodéficit. Si on a une mutation qui maintient ou qui active le TLR7, eh bien, on va avoir de la même manière aussi un lupus monogénique. Alors, les réflexions, ça c'est purement conceptuel, mais on a peut-être l'impression que par rapport au syndrome d'Aicardi-Gouttière que l'on a décrit juste avant, eh bien, on a un phénotype lupus qui revient volontiers lorsqu'il s'agit de molécules impliquées dans la détection des acides nucléiques extracellulaires. C'est le cas de DNase1L3, DC1Q, TLR7, 193B1 qui vient d'être décrit. Et quand il s'agit d'acides nucléiques intracytoplasmiques, peut-être le phénotype est plus Aicardi-Gouttière, avec des engelures, avec des anomalies du système nerveux cérébral, des paraparésies, des calcifications. Voilà ce que je voulais dire sur les interféronopathies, qui est un champ nouveau et assez passionnant.